Il a pris l'accent et a mis ma fille sur la sellette devant tout le monde en disant: telle mère, telle fille, les deux sont inutiles. Il est arrivé en faisant du bruit. Mon père a souri avec mépris et a dit: eh bien, elle avait besoin d'apprendre un peu la honte. Je m'appelle Audrey, j'ai 30 ans, et rien ne m'avait préparé à voir mon frère Marc gifler ma fille Léa, 6 ans, lors de notre réunion de famille. Le pire, c'était d'entendre mon père Bernard sourire avec cet air sarcastique. Eh bien, elle avait besoin d'apprendre un peu la honte, a-t-il dit, pendant que ma mère Isabelle riait avec lui. Ils pensaient que leur cruauté était à l'abri, mais ils avaient oublié le micro du documentaire qui enregistrait tout. Grandir dans la maison des Bernard, c'était comprendre très tôt où était ma place. J'étais le bouc émissaire, celle qui ne faisait jamais rien comme il faut, tandis que mon frère Marc était l'enfant chéri, celui qui ne faisait jamais rien de travers. Notre dynamique était établie bien avant que je trouve les mots pour la décrire. Mon père Bernard, un avocat d'affaires à succès, avait des attentes très précises pour ses enfants. Marc y répondait parfaitement, sportif, bon élève, et, surtout, prêt à imiter la personnalité agressive de notre père. Je ressemblais davantage à ma mère Isabelle physiquement, mais pas dans la manière d'être. Tandis qu'elle se contentait de faire respecter les règles de mon père et de maintenir la hiérarchie familiale, moi, je posais des questions, ce qui faisait de moi la faiseuse de troubles de la famille. Audrey ne comprend tout simplement pas comment bien se comporter, disait ma mère aux autres pendant les repas de famille, en secouant la tête d'un air faussement désolé. Pas comme notre Marc. À 16 ans, j'avais déjà développé une carapace. J'avais appris à me rendre invisible chez moi, à baisser la tête et à compter les jours jusqu'à pouvoir m'échapper. Quand j'ai rencontré Nicolas lors de ma première année d'université, il m'a semblé être mon billet vers la liberté. Il était gentil, attentionné, surtout, il me voyait vraiment d'une manière que ma famille n'avait jamais fait. Nous nous sommes mariés quand j'avais 20 ans, trop jeune, mais désespéré de construire une famille à moi. Mes parents ont assisté à notre mariage modeste avec des sourires forcés et des critiques à peine voilées sur ma robe, sur nos vœux. Marc, déjà en pleine ascension dans sa carrière à 22 ans, est venu avec un cadeau coûteux et a prononcé un discours qui semblait encourageant, mais transpirait le mépris. Je n'aurais jamais imaginé que ma petite sœur trouverait quelqu'un prêt à s'occuper d'elle, a-t-il lancé, déclenchant quelques rires gênés. Bonne chance, Nicolas. Tu vas en avoir besoin. Pendant un temps, j'ai cru que j'avais réussi à m'échapper. Nicolas et moi avons emménagé dans un petit appartement, et j'ai terminé mes études de communication tout en travaillant à mi-temps. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Quand je suis tombée enceinte de Léa à 24 ans, j'ai eu l'impression que tout s'emboîtait enfin. Léa est née un mardi matin ensoleillé, pesant 3,2 kg de pur bonheur avec les yeux bleus de son père et mes cheveux foncés. En la tenant dans mes bras, j'ai fait une promesse silencieuse, elle saurait toujours qu'elle est aimée telle qu'elle est. Jamais elle ne douterait de sa valeur, comme j'avais été forcée de le faire. Les premières fissures dans mon mariage sont apparues quand Léa avait 3 ans. Nicolas commençait à travailler de plus en plus tard et devenait chaque jour plus distant. C'est alors que j'ai trouvé des messages d'une certaine Camille sur son téléphone. Confronté, il a d'abord nié, puis il a fini par admettre une liaison de 6 mois avec une collègue de travail. Nous avons essayé la thérapie de couple, mais il ne faisait aucun effort réel. Quand Léa a eu 4 ans, notre divorce était officiellement prononcé. Je n'ai pas parlé de l'infidélité à ma famille. J'ai simplement dit que nous nous étions éloignés, sachant très bien qu'il trouverait un moyen de transformer la trahison de Nicolas en faute de ma part. Ma mère, évidemment, a exactement fait cela. Les hommes n'abandonnent pas un foyer heureux, Audrey, m'a-t-elle dit au téléphone. Qu'est-ce que tu as fait pour le repousser ? La maternité solo a entraîné des difficultés financières que je n'avais pas anticipées. Mon poste d'assistante administrative dans une agence de stratégie média suffisait à peine à couvrir le loyer et la garderie. Parfois, je devais ravaler ma fierté et demander de l'aide à mes parents pour des frais imprévus, une réparation de voiture, une facture médicale, des fournitures scolaires pour Léa. Et chaque fois que j'acceptais l'argent, il venait accompagné d'une leçon sur la responsabilité et mes soi-disant mauvaises décisions de vie. Pendant ce temps, la vie de Marc semblait parfaite vue de l'extérieur. Il était devenu le plus jeune vice-président de la firme financière Capital Finance.
Il avait épousé Nathalie, une pédiatre issue d'une famille aisée, et vivait dans une immense maison. Il n'avait pas d'enfants. On se concentre sur nos carrières pour l'instant, expliquait Marc. Malgré cela, mes parents continuaient de présenter Marc et Nathalie comme l'exemple à suivre. Si seulement tu faisais autant d'efforts que ton frère, disait mon père à chacune de mes visites. Tu aurais quelque chose à montrer. Malgré tout, je voulais que Léa connaisse ses grands-parents et son oncle. Je croyais que les enfants méritaient de tisser des liens familiaux, même si je devais faire le tampon entre elles et la toxicité dans laquelle j'avais grandi. C'est pourquoi, quand la réunion familiale annuelle au chalet des Bernard approcha cet été-là, j'ai décidé d'y aller pour la première fois en 3 ans. « Tu es sûr ?» m'a demandé mon amie Sarah quand je lui ai parlé de mes plans. « Ces gens ne t'ont jamais soutenu. »« Mais ça reste ma famille », ai-je répondu, même si mon estomac se nouait déjà rien qu'à l'idée. Je pouvais supporter un week-end pour elle. Léa était folle de joie à l'idée du voyage. À 6 ans, c'était un tourbillon d'énergie et de curiosité, avec une passion pour le théâtre qui remplissait notre petit appartement à toute heure. Elle avait ma ténacité et une confiance en elle que je lui enviais. Elle n'avait pas peur de prendre sa place, comme je n'en avais jamais eu le droit. « Tonton Marc sera là ? Et papy et mamie ?» a-t-elle demandé pendant qu'on faisait les valises. « Et je pourrai nager dans le lac tous les jours ? » « Oui, à tout ça, ai-je promis, en ignorant l'appréhension croissante dans ma poitrine. « Mamie a dit que tes cousins seront là aussi. » Je n'ai pas mentionné que mon beau-frère Paul, marié à la sœur de mon père, Martine, filmerait la réunion pour un documentaire familial. Mon père avait insisté pour immortaliser l'héritage des Bernard, en particulier les réussites de Marc. Sur la route vers le chalet, je me répétais des mantras apaisants dans ma tête. Ce ne sont que 3 jours. Je peux supporter n'importe quoi pendant 3 jours. Je ne suis plus cette petite fille effrayée. Je vais protéger Léa de tout ce que j'ai vécu. Avec du recul, je me rends compte que j'essayais de me convaincre d'une chose impossible. On ne peut pas protéger quelqu'un d'une dynamique toxique quand on le place en plein dedans. Certaines leçons, malheureusement, ne s'apprennent que dans la douleur. La maison au bord du lac des Bernards se dressait comme un monument à l'ancienne richesse et à la prétention, avec son extérieur en cèdre vieilli et sa grande véranda donnant sur le lac à l'ouest. En garant notre modeste berline sur l'allée circulaire, derrière la BMW brillante de Marc et la Mercedes de mes parents, je ressentis cette vieille sensation de rétrécissement intérieur, celle qui m'envahissait toujours quand j'étais proche de ma famille. « On est arrivé », s'écria Léa, en détachant sa ceinture avant même que j'aie fini de me garer. Son excitation était palpable, innocente aux tensions invisibles qui me raidissaient déjà les épaules. « Je peux aller voir le lac maintenant ? » « On va d'abord s'installer, » répondis-je en forçant un sourire, et dire bonjour à tout le monde. La porte d'entrée s'ouvrit alors que nous approchions, révélant ma mère, habillée d'un pantalon en lin impeccable et d'un pull en cachemire, malgré la chaleur estivale. Ses cheveux méchés étaient parfaitement coiffés, pas un seul ne dépassait. « Ah, vous voilà », dit-elle, me lançant un regard critique avant de poser sur Léa un regard un peu plus chaleureux. « On commençait à croire que tu avais changé d'avis. » Il y avait beaucoup de circulation, expliquai-je, acceptant son baiser rigide. « Contente de te voir, maman. » À l'intérieur, le grand salon était en effervescence, les membres de la famille s'affairaient autour de la nourriture et des boissons. Mon père était près de la cheminée en pierre, plongé dans une conversation avec mon oncle Robert. Il leva les yeux, hocha la tête pour me saluer, mais ne s'interrompit pas dans sa discussion sur les marchés boursiers. Marc et Nathalie surgirent de la cuisine, son bras posé d'un air possessif sur ses épaules. Mon frère avait le même gabarit que notre père, grand, large d'épaules mais des traits plus aiguisés. Calculé. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux. « Eh bien, la sœur prodigue est de retour », lança-t-il d'une voix forte pour que tout le monde l'entende. « Et avec mademoiselle Léa. Tu as bien grandi depuis la dernière fois, jeune fille. » Léa, soudain timide, s'agrippa à ma jambe. « Bonjour, tonton Marc. » Nathalie s'approcha avec un sourire sincère. Contrairement au reste de la famille, elle avait toujours été gentille avec moi bien que de manière prudente et distante, comme quelqu'un qui reconnaissait la dynamique familiale sans jamais la défier.
C'est un plaisir de vous voir toutes les deux, dit-elle en m'embrassant chaleureusement. Léa, tes cousins sont près du quai si tu veux aller jouer avec eux après t'être installée. Maman, je peux y aller, demanda Léa, déjà toute excitée. Après qu'on ait porté les valises dans la chambre, oui, promis-je. Marc sirota son bourbon, me fixant par-dessus son verre. Tu travailles toujours dans ce petit bureau de marketing? Comment ça s'appelle déjà? Assistante de quelqu'un d'important? Assistante administrative, corrigeai-je, refusant de mordre à l'hameçon. Eh oui, j'y suis toujours. J'ai même eu une petite promotion le mois dernier, en fait. Oh, tant mieux pour toi, répondit-il avec un enthousiasme forcé. Je viens justement de conclure un contrat à 7 chiffres avec Delta Technologies. Papa, je t'ai parlé de la prime que j'ai reçue? Soudain, toute l'attention se tourna vers lui lorsque mon père lui donna une tape sur l'épaule. C'est mon garçon. Toujours plus haut, toujours plus fort. Paul, de son côté, installait son matériel de tournage près des grandes baies vitrées. Il me fit un signe de tête complice en passant. Paul s'était marié avec la sœur de mon père, mais n'avait jamais vraiment adopté les valeurs de la famille, ce qui faisait de lui un semi-étranger, comme moi. Tu vas filmer tout le drame familial, chuchotai-je. Ton père veut des interactions familiales authentiques, répondit-il avec un regard chargé de sens. Pour la postérité. J'ai placé des micros sans fil dans les pièces principales pour capter les conversations naturelles. Notre chambre assignée était la plus petite de la maison, nichée dans le coin le plus éloigné et donnant sur la propriété voisine, pas sur le lac. J'aidai Léa à défaire ses bagages pendant qu'elle bavardait sans arrêt à propos de ses cousins, les enfants et neveux de Marc, du côté de la famille de sa femme. Je peux mettre mon maillot bleu? Et je peux chanter ma nouvelle chanson pour tout le monde? Je l'ai répétée toute la semaine. Mon cœur se serra. L'enthousiasme débordant de Léa était exactement ce qu'on avait écrasé chez moi au même âge. Bien sûr que tu peux chanter, ma chérie. Souviens-toi juste que parfois, les adultes parlent alors essaie de choisir le bon moment. D'accord. La première soirée se déroula comme prévu, dans un sous-texte constant de compétition et de comparaison. Mon père dominait les conversations du dîner avec des questions sur les dernières réussites de Marc, pendant que ma mère commentait tout. Sur mes cheveux. Tu ne trouves pas qu'il serait temps de faire une coupe un peu plus professionnelle? Sur mon éducation de Léa. Elle semble tellement pleine d'énergie, tu ne crois pas qu'un peu plus de structure lui ferait du bien? Je remarquai que les cousins de Léa, âgés de 7 à 12 ans, reproduisaient déjà la hiérarchie familiale. Il corrigeait sa prononciation, levait les yeux au ciel quand elle parlait trop fort, et l'excluait des jeux avec une politesse si bien huilée que les adultes ne s'en apercevaient peut-être pas, mais les enfants, eux, le sentent toujours. Après le dîner, alors que j'aidais à faire la vaisselle, ma tante Martine s'approcha de moi. Audrey, Marc m'a dit que tu traversais une période difficile depuis le divorce. On va avoir un poste qui se libère au service courrier de notre entreprise, si jamais ça t'intéresse. Merci, répondis-je prudemment. Mais en fait, je suis en lice pour une nouvelle promotion à l'agence de stratégie média. Je dirige actuellement une petite équipe de projet. Elle me tapota le bras avec un petit sourire sceptique. Eh bien, l'offre tient toujours. Parfois, il faut être réaliste par rapport à ses capacités. Plus tard, pendant que je bordais Léa, elle était exceptionnellement silencieuse. Ça va, ma chérie? Elle traçait des formes avec ses doigts sur la couette. La cousine Claire a dit que ma pièce de théâtre était nulle, et tonton Marc a dit que les filles ne devraient pas être si bruyantes si elles voulaient que les gens les aiment. Je ravalai ma salive, reconnaissant les mêmes schémas familiaux se répéter dans une nouvelle génération. Léa, écoute-moi bien, ta voix est magnifique et tu as parfaitement le droit d'être entendue. Certaines personnes ne savent tout simplement pas apprécier l'enthousiasme. Papy a dit que toi aussi tu faisais beaucoup de bruit quand tu étais petite, et que c'est pour ça que tu avais toujours des problèmes. Je pris une grande inspiration pour contenir ma colère. Eh bien, parfois, les adultes ont tort. Même les grands-parents. Surtout ceux de maman. Elle hocha la tête, et je déposai un baiser sur son front. Demain sera mieux. On va nager et s'amuser, rien que toutes les deux.
Mais alors que je restais éveillée dans ce lit étrange, à écouter les rires étouffés de mes parents et de mon frère qui continuaient à boire à l'étage en bas, je ne pouvais m'empêcher de sentir que j'avais commis une terrible erreur en l'emmenant ici. Certains environnements restent toxiques, peu importe les années qui passent, et la maison au bord du lac de la famille Bernard se révélait être exactement cela. Le matin arriva avec un soleil éclatant filtrant à travers les fins rideaux de notre chambre. Léa se réveilla avec son enthousiasme habituel, les blessures de la veille apparemment effacées par la promesse de nager dans le lac et de manger des gaufres au petit déjeuner. Maman, debout. Tonton Paul a dit qu'il allait préparer un petit déjeuner spécial dans la grande salle. Elle sautillait à côté de mon lit, déjà habillée de sa robe bleue préférée avec des papillons jaunes. Je regardais mon téléphone. 8h17. J'espérais dormir un peu plus après cette nuit agitée, mais l'excitation de Léa était contagieuse. Et d'accord, je me lève. Laisse-moi m'habiller et on y va ensemble. La grande salle, comme mes parents l'appelaient avec prétention, était un vaste espace voûté avec un mur entier de fenêtres donnant sur le lac. Elle faisait office à la fois de salle à manger et de lieu de rassemblement, avec une acoustique parfaite qui amplifiait le moindre son. Quand Léa et moi sommes arrivés, la majorité de la famille était déjà rassemblée. Mon père trônait à la tête de la grande table en chêne, le journal à la main. Ma mère supervisait le personnel du buffet qu'ils avaient engagé pour le week-end. Dieu l'en préserve de devoir cuisiner elle-même pour sa famille. Marc et Nathalie étaient assis avec mon père, absorbés dans une discussion sérieuse sur l'immobilier. Bonjour, lancez-je à la pièce en général, recevant quelques saluts distraits en retour. Audrey, le café est au buffet, dit ma mère. Léa, les enfants mangent à la petite table près de la fenêtre. Je remarquai Paul qui ajustait discrètement les micros dans la pièce, se préparant pour une nouvelle journée de tournage pour le documentaire. Il me lança un discret signe de tête pendant que je me servais un café. Tu vas filmer tout le drame familial, murmurai-je. Ton père veut des interactions familiales authentiques, répondit-il avec un regard lourd de sous-entendu. Pour la postérité. Le petit déjeuner commença sans incident. Léa rejoignit ses cousins, essayant bravement de s'intégrer à leur conversation tout en étant, petit à petit, exclue de façon subtile. Je m'étais assise avec ma tante Martine et son mari, échangeant des banalités sur la météo et les prix de l'immobilier local. Environ 30 minutes après le début du petit déjeuner, les enfants avaient fini de manger et étaient partis jouer à l'autre bout de la grande salle. Les adultes restèrent à table, et la conversation devint de plus en plus bruyante à mesure que les mimosas étaient à nouveau servis. Je gardais un œil sur Léa, qui avait commencé à chanter doucement pour elle-même tout en coloriant un petit livre que je lui avais apporté. Peu à peu, sa voix gagna en assurance. C'était une chanson tirée de son dessin animé préféré, un air sur l'amitié et l'aventure. Sa voix douce résonnait dans la pièce à l'acoustique parfaite, s'élevant parfois au-dessus du brouhaha des adultes. Je vis la mâchoire de Marc se crisper à chaque fois que Léa atteignait une note aiguë. Il me lança plusieurs regards insistants que j'ignorais volontairement. Les cousins avaient abandonné Léa pour un jeu de société, l'excluant avec une aisance visiblement bien rodée. Audrey, lança ma mère de l'autre côté de la table, tu ne trouves pas que Léa est un peu perturbante ? Avant que je ne puisse répondre, la voix de Léa monta sur le refrain de la chanson, totalement inconsciente de la tension que sa joie causait autour d'elle. Bon sang, marmonna Marc assez fort pour faire taire les conversations proches. Tu ne peux pas contrôler ta fille pendant 5 minutes ? Je commençai à me lever, dans l'intention d'aller demander gentiment à Léa de baisser un peu le volume. Mais tout se passa en même temps. Marc repoussa violemment sa chaise, qui racla bruyamment le sol. Il marcha d'un pas décidé vers l'espace enfant. Je tentai de l'intercepter, mais ma tante me posa une question qui me retarda de quelques secondes à peine. Quelques secondes qui changèrent tout. Marc arriva jusqu'à Léa, qui leva les yeux vers son oncle avec un sourire innocent qui se transforma en choc lorsque sa main frappa son visage dans une gifle qui résonna dans la pièce soudain figée. Le temps sembla s'arrêter. Le petit corps de Léa bascula sous l'impact. Le cahier de coloriage tomba au sol. La marque rouge de la main de Marc apparut instantanément sur sa joue. Telle mère, telle fille. Les deux sont inutiles, déclara Marc à voix haute,
balayant la pièce du regard comme s'il attendait une approbation. Aucune des deux ne sait se tenir en société. La voix de mon père brisa ma paralysie, surprise. Eh bien, elle devait apprendre, dit-il avec un sourire sarcastique. Les filles d'aujourd'hui ne savent plus se tenir. Le petit rire étouffé de ma mère suivit presque immédiatement. Audrey n'a jamais compris la valeur de la discrétion. Enfin, je réagis. Je courus jusqu'à Léa, qui s'était mise à pleurer, son petit corps tremblant de douleur, de honte et de stupeur. En la prenant dans mes bras, l'ampleur de ce qui venait de se produire me frappa comme un coup de poing. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi » sifflai-je à Marc, qui se tenait là, les bras croisés, me fixant. « Elle a 6 ans. » « C'est l'âge parfait pour apprendre que le monde ne tourne pas autour de ses cris, » répondit-il froidement. « Peut-être que si quelqu'un t'avait appris ça, tu ne serais pas une secrétaire divorcée élevant seule une gamine. » Assistante administrative, corrigeai-je automatiquement, la voix tremblante de rage et de choc. Et ce n'est pas une gamine insupportable. C'est une enfant. Qui chantait. Mon père replia son journal avec soin. Audrey, tu exagères, comme toujours. Un peu de discipline n'a jamais fait de mal à personne. Regarde où en est Marc, comparé à toi qui couves cet enfant. La salle se divisa, certains donnaient raison à Marc ouvertement, d'autres restaient silencieux, visiblement mal à l'aise. Et Paul, je le remarquai soudain, était resté figé à côté de son matériel d'enregistrement. Le visage pâle. Les micros. Les micros du documentaire étaient branchés. Tout avait été enregistré. Même à travers ma fureur et les larmes de Léa, je compris que nous avions une preuve irréfutable de ce qui venait de se passer. Marc sembla le réaliser aussi, car ses yeux se tournèrent rapidement vers Paul et le matériel de tournage. « Tu sais quoi » dis-je en me redressant avec Léa dans les bras, son visage enfoui dans mon épaule. « On s'en va. Personne ne touche à ma fille. Personne. » « Oh, arrête ton cinéma » lança ma mère avec mépris. Ce n'était qu'une petite tape. Tu ne vas pas te ridiculiser pour ça ? Me ridiculiser, ricanai-je, incrédule. Mon frère vient de frapper une fillette de 6 ans parce qu'elle chantait, et c'est moi la ridicule ? Marc fit un pas dans ma direction, menaçant. Fais attention à ce que tu dis, Audrey. C'était de la discipline, pas de la violence. Chose que tu ne sembles pas connaître. Je reculai, serrant Léa encore plus fort contre moi. Ne t'approche pas de nous. On part. Tu vas encore fuir, cria Marc alors que je montais les escaliers. C'est tout ce que tu sais faire. Je ne répondis pas. Je me concentrai uniquement sur une chose, sortir ma fille d'ici. En sécurité. En arrivant dans notre chambre, j'entendis le bourdonnement des conversations reprendre en bas. Ma famille traitait déjà ce qui venait de se passer comme un incident mineur, et non comme l'acte impardonnable que c'était réellement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tout avait changé. Les règles de la coexistence avaient été bouleversées de manière irréversible. Mon frère avait franchi une ligne qu'on ne pouvait plus effacer. Et grâce à l'obsession de mon père pour documenter le héritage familial, j'avais une preuve. Dans notre petite chambre, je déposai Léa doucement sur le lit. Ses pleurs s'étaient transformés en sanglots saccadés, mais la marque rouge de la main de Marc brûlait encore sur sa joue pâle. J'allai chercher un linge dans la salle de bain, l'humidifiai à l'eau froide, et le pressai délicatement contre son visage. « Ça fait mal, maman » gémit-elle. « Pourquoi tonton Marc m'a frappée ? J'ai été méchante ? » Cette question brisa quelque chose en moi. « Non, mon amour. Tu n'as pas été méchante. Pas du tout. Tonton Marc a eu tort de te frapper. Il a eu très, très tort. Mais papy a dit. Papy aussi avait tort, affirmai-je fermement en la serrant dans mes bras. Personne ne devrait jamais te frapper. Surtout pas parce que tu chantes. Ta voix est magnifique. Tandis que Léa se calmait peu à peu, je commençai à faire nos valises d'une main tremblante. Il fallait partir immédiatement. Je n'avais aucun doute que si nous restions, ma famille manipulerait la situation jusqu'à ce que Léa commence à douter de ses propres sentiments et souvenirs. Un petit coup à la porte me figea. « Qui est-ce » demandai-je, me plaçant entre la porte et Léa. « C'est Paul »
répondit-il à voix basse. Je peux te parler une minute, en privé? J'hésitai, puis entr'ouvris la porte. Ce n'est pas vraiment le moment. Le visage de Paul exprimait de l'inquiétude. Je sais. Écoute, j'ai tout enregistré. La gifle, ce que Marc a dit, les commentaires de ton père. Tout. Il baissa encore la voix. Je peux te transmettre une copie avant qu'il ne s'en rende compte et ne m'oblige à l'effacer. Un calme froid s'installa en moi. Tu ferais ça? Il hocha la tête. Ce que Marc a fait, c'est de l'agression, pure et simple. Et les autres? Il secoua la tête, écœuré. Je suis entré dans cette famille par mariage, mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Martine ne sait même pas que je te parle. Merci, murmurai-je. On part dès que j'ai fini de tout préparer. Retrouve-moi près de ma voiture dans 20 minutes. Je te donnerai une clé USB avec l'enregistrement. Après son départ, j'appelai Sarah. Elle répondit au deuxième appel. Alors, comment va la réunion de famille en enfer? Demanda-t-elle avec ironie. Marc a frappé Léa, répondis-je, la voix brisée. Il lui a donné une gifle, parce qu'elle chantait trop fort. Et mes parents ont ri. Il a fait oui, s'écria Sarah, indignée. Dis-moi que tu pars de là tout de suite. Je fais les valises pendant qu'on parle. Viens directement chez moi, insista-t-elle. Ne retourne pas chez toi. On ne sait jamais s'ils essaient de te suivre. Quand j'ai raccroché, Léa dormait déjà épuisée d'avoir trop pleuré. Je terminai rapidement de tout ranger et la réveillai doucement. On va rendre visite à Tata Sarah, expliquai-je, utilisant le surnom affectueux. On doit partir discrètement. D'accord, dit-elle en hochant la tête, encore toute soumise d'une manière qui me brisait le cœur. Alors que nous descendions les valises, ma mère nous intercepta dans le hall d'entrée. Où est-ce que tu crois aller? Demanda-t-elle. On s'en va, répondis-je sèchement. Où crois-tu qu'on resterait après que Marc a agressé ma fille? Ne sois pas ridicule. Ce n'était qu'une tape. Tu exagères, comme toujours. Une tape ne laisse pas une empreinte de main, répliquai-je, me tournant pour qu'elle puisse voir le visage de Léa, où l'empreinte était encore bien visible malgré la compresse froide. Pendant un instant, quelque chose comme le doute passa dans les yeux de ma mère, mais elle se reprit aussitôt. Les enfants se blessent facilement. Tu fais tout un drame pour rien. Rien? Ricanai-je, incrédule. Ce serait rien si quelqu'un te giflait pour avoir parlé au petit déjeuner? Ou si je giflais Marc parce qu'il est condescendant? Ce n'est pas pareil, insista-t-elle. Les adultes n'ont pas besoin de discipline. Les enfants non plus, rétorquai-je. Ils ont besoin d'orientation et de respect, pas de violence. Mon père apparut derrière elle. Audrey, tu es hystérique. Assieds-toi, prends un verre, et on pourra discuter de tout ça calmement. Il n'y a rien à discuter, dis-je en me dirigeant vers la porte. On s'en va. Si tu franchis cette porte, prévint mon père, ne t'attends plus à aucune aide financière. Pas de soutien si tu n'arrives pas à payer ton loyer. La menace flotta dans l'air, une tentative claire de me rappeler ma précarité financière et l'aide occasionnelle qu'il m'accordait. Autrefois, cela aurait pu fonctionner. Mais pas aujourd'hui. Gardez votre argent, répondis-je calmement. Il n'en vaut pas la peine. Alors que je guidais Léa vers la sortie, Marc surgit du salon, un verre de whisky à la main, malgré l'heure. Tu fuis encore, petite sœur? Tu n'as jamais su affronter les conséquences de ta mauvaise éducation. Je m'arrêtai et le regardai droit dans les yeux. La seule conséquence que j'évite, c'est de laisser ma fille croire qu'il est normal que des hommes frappent des enfants. Profite de ta vie parfaite, Marc. J'espère que ça valait le coup de montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Son visage s'assombrit. C'est une menace? Non, répondis-je en ouvrant la porte d'entrée. Juste un constat. Comme promis, Paul m'attendait à côté de sa voiture, dans l'allée latérale, partiellement cachée par un bosquet de pins. Il glissa discrètement une petite clé USB dans ma main. L'enregistrement est limpide, dit-il à voix basse. La gifle de Marc, son commentaire disant que vous êtes toutes les deux inutiles,
ton père qui dit qu'elle avait besoin d'apprendre la honte, le rire de ta mère, tout y est. Fais attention à ce que tu feras de ça. Ils sauront que ça vient de moi. Merci, murmurai-je. Je ne t'impliquerai que si c'est absolument nécessaire. Le trajet jusqu'à l'appartement de Sarah se fit en silence. Léa somnolait dans son siège auto pendant que je digérais tout ce qui s'était passé et ce que je devais faire ensuite. Au moment d'arriver, un plan commençait à se former dans mon esprit. Sarah nous accueillit à la porte, serrant d'abord Léa très fort, puis moi. J'ai préparé la chambre d'amis pour vous deux, dit-elle. Restez autant que vous voulez. Ce soir-là, après que Léa se soit endormie dans un lit inconnu, Sarah et moi nous installâmes à la table de la cuisine avec la clé USB et son ordinateur portable. « Tu es sûre de vouloir réécouter ça ?» demanda-t-elle pendant que j'insérais le périphérique. « Je dois savoir exactement ce qui a été dit, répondis-je. Mais j'ai besoin d'un témoin extérieur à la famille. » L'enregistrement était pire que dans mes souvenirs. La cruauté évidente dans la voix de Marc lorsqu'il nous traitait d'inutiles. Le plaisir audible dans la voix de mon père quand il parlait des m'enseigner la honte. Le rire moqueur de ma mère. Tout cela dressait le portrait de personnes qui ne voyaient aucun mal à frapper une enfant. « Seigneur », murmura Sarah à la fin de l'enregistrement. « Je savais que ta famille était toxique, mais là. »« Je sais, dis-je, plus déterminé que jamais. La question maintenant, c'est, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Tu pourrais aller à la police, proposa-t-elle. C'est clairement une agression sur mineur, point final. Je pourrais acquiescer, mais tu sais comment ça fonctionne. Ce serait ma parole contre la leur, et même avec l'enregistrement, il pourrait prétendre qu'il n'est pas recevable. Il me dépeindrait comme une mère célibataire instable qui veut extorquer de l'argent à des parents respectés. Alors ? Tu vas les laisser s'en tirer ? Je secouai lentement la tête. Non. Marc a franchi une ligne aujourd'hui. Et il doit y avoir des conséquences. Des vraies conséquences. Dans les jours suivants, tandis que Léa et moi nous habituions à notre nouvelle vie temporaire chez Sarah, je commençais à étudier mes options. D'abord, j'emmenai Léa chez sa pédiatre, la docteure Dubois, qui constata les ecchymoses encore visibles et nous orienta vers une psychologue pour enfants. Elle montre des signes de traumatisme, expliqua doucement la docteure. Cauchemar, besoin d'attachement constant, peur des figures d'autorité masculine. La psychologue l'aidera à comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, je contactai Lisa, une amie avocate de la fac, à qui je fis écouter l'enregistrement. C'est très compromettant, déclara-t-elle après l'avoir écouté. Pour une plainte pénale, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Un bon avocat pourrait plaider que c'était un acte de discipline isolé, pas un abus. Mais en matière civile, c'est autre chose. Je ne veux pas poursuivre mon frère pour de l'argent, clarifiai-je. Je comprends, acquiesça Lisa. Mais tu devrais connaître tes options et savoir que cet enregistrement pourrait gravement nuire à quelqu'un ayant une réputation publique à préserver. Cette remarque fit germer une idée dans mon esprit. Le poste de Marc chez Capital Finance était assorti d'une clause de moralité très stricte. Il s'en vantait régulièrement lors des réunions de famille, expliquant que les cadres devaient respecter des standards éthiques élevés, car il manipulait des informations sensibles de clients. Et si le but n'était pas de porter plainte ? Demandai-je lentement. Et si c'était une question de responsabilité ? Ce soir-là, je commençai à faire des recherches plus poussées sur la vie professionnelle de Marc. Sa biographie d'entreprise louait son engagement communautaire, notamment son rôle au sein du conseil d'administration d'une ING pour enfants appelée Fondation Avenir Enfantin, ainsi que ses activités de mentorat auprès de jeunes dans des programmes d'entreprise. L'ironie était presque trop parfaite. Je construisis un plan détaillé, évaluant chaque action potentielle en fonction de son efficacité et de ses conséquences pour toutes les personnes concernées. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de protection et de justice. Il s'agissait de faire comprendre à Marc que les actes ont des conséquences, surtout lorsqu'ils blessent un enfant. Le moment décisif arriva 3 jours après notre départ de la maison du lac. Léa se réveilla en hurlant à cause d'un cauchemar. Tonton Marc me poursuivait. Il voulait encore me frapper parce que je chantais, sanglota-t-elle dans mes bras. Alors que je la berçais,
Tentant de la rassurer avec des promesses de sécurité, ma décision devint irrévocable. Marc avait volé à Léa son sentiment de sécurité et sa joie de chanter la chose qu'elle aimait le plus. Il lui avait fait avoir honte de sa voix, exactement comme mes parents l'avaient fait avec moi durant toute mon enfance. Ce cycle devait s'arrêter, pas seulement pour elle, mais pour tous les enfants qui pourraient un jour être les cibles de la discipline de Marc. Le lendemain matin, je mis mon plan à exécution. Tout commença par la documentation. Je pris rendez-vous avec la docteure Claire Martin, psychologue pour enfants recommandée par la docteure Dubois. Elle était spécialisée dans les traumatismes infantiles et avait l'habitude d'intervenir comme experte dans des affaires d'abus. Léa présente des signes classiques de réponse aiguë au stress, expliqua la docteure Martin après la première séance. Elle éprouve de l'anxiété face aux figures masculines d'autorité, a des troubles du sommeil, et évite les activités qu'elle aimait auparavant, notamment le chant. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Demandai-je, le cœur lourd d'inquiétude maternelle. Les enfants sont incroyablement résilients, avec un bon accompagnement, me rassura-t-elle. Mais ce qu'elle a vécu est un traumatisme réel, pas un simple incident disciplinaire comme votre famille semble le croire. Je souhaite la voir chaque semaine pendant un certain temps. La docteure Martin me fournit une évaluation écrite documentant les symptômes de Léa et leurs causes. Ce fut le premier élément de preuve de mon dossier grandissant. Ensuite, je fis une déclaration officielle à la police. L'agent qui prit ma plainte fut empathique, mais réaliste. Sans preuve physique ni témoin indépendant, c'est généralement difficile à poursuivre, expliqua l'agent Jenkins. La discipline familiale tombe souvent dans une zone grise de la loi. Mais, il fit une pause après avoir écouté l'enregistrement, ça change la donne. Ce rapport crée un enregistrement officiel de l'incident, ce qui pourrait s'avérer crucial plus tard. Mon téléphone ne cessait de vibrer, envahi de messages de ma famille. Ceux de ma mère oscillaient entre la culpabilisation. Tu brises le cœur de ton père avec tout ce théâtre. Et la minimisation. Ce n'était qu'une petite gifle, bon sang. Marc, lui, passa du mépris. Surmonte ça. À la menace. Tu vas regretter de faire toute une tempête autour de ça. Je ne répondis à aucun. À la place, je créai une version soigneusement éditée de l'enregistrement audio non manipulé, simplement raccourci pour ne conserver que les moments clés. La gifle de Marc, le son était sans équivoque, son commentaire nous qualifiant d'inutiles, les propos de mon père affirmant que Léa devait apprendre, et le rire de ma mère. Je n'ajoutai aucun commentaire. Je laissai leurs actes et paroles parler d'eux-mêmes. Puis je pris une grande inspiration et envoyai cet extrait audio, accompagné d'un récit factuel, neutre et sans émotion, à 3 destinataires stratégiques. Le conseil d'administration de Capital Finance, où Marc occupait le poste de vice-président. La direction de la Fondation Avenir Enfantin, dont il faisait partie du conseil. Les responsables des cercles d'entreprise de Westside, où Marc agissait régulièrement comme mentor auprès d'adolescents. Chaque message était professionnel et mesuré, expliquant que je me sentais éthiquement obligé de partager ces informations, compte tenu du rôle d'influence de Marc auprès d'enfants et dans la communauté. Je demandais que mon identité reste confidentielle, pour protéger la vie privée de ma fille. « Tu es sûr ?» demanda Sarah alors que je planais au-dessus du bouton « Envoyer » du dernier mail. « Tu ne pourras pas revenir en arrière. » « J'en suis sûre, répondis-je, en pensant à la question sanglotante de Léa. Est-ce que j'ai été méchante? Aucun enfant ne devrait douter de sa propre valeur parce qu'un adulte n'a pas su contrôler sa colère. Marc a fait son choix quand il a giflé une fillette de 6 ans pour avoir chanté. Ce ne sont que les conséquences. En quelques heures, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Marc avait découvert ce que j'avais fait. Je soupçonne qu'un membre du conseil l'ait contacté immédiatement. Ces messages sont passés de menaçants à désespérés. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. Il parle de me suspendre pendant l'enquête. Tu dois leur dire tout de suite que ce n'était qu'un malentendu familial. Mes parents se sont également mis à faire pression. Les messages de mon père étaient d'une froideur furieuse. Tu as trahi cette famille juste pour attirer l'attention. Ceux de ma mère, de plus en plus suppliants. S'il te plaît, appelle-nous. On peut régler ça ensemble. Je les ai tous bloqués.
Paul m'a appelé ce soir-là. Sa voix était basse. Marc est en train de péter les plombs chez tes parents. Ils savent que j'ai tout enregistré, mais ignorent que je t'ai donné une copie. Marc menace de te poursuivre pour diffamation. Qu'il essaie, ai-je répondu calmement. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Tout ce que j'ai fait, c'est partager des mots et des actes réels avec des personnes qui devaient en être informées. Tes parents racontent que tu es instable, que tu as toujours été jalouse de Marc. Ils essaient de convaincre tout le monde que ça a un lien avec ton divorce et des questions d'argent. J'ai ri, amer. Bien sûr qu'ils disent ça. C'est plus facile que d'admettre que leur fils prodige a giflé une fillette de maternelle parce qu'elle chantait trop fort. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. C'était Nathalie, la femme de Marc. Audrey, sa voix était tendue, est-ce qu'on pourrait se voir quelque part, en privé? Nous avons convenu de nous retrouver dans un café, à mi-chemin entre nos deux domiciles. Quand Nathalie est arrivée, j'ai été choquée par son apparence. Toujours impeccable d'habitude, elle avait l'air épuisée, avec des cernes profondes sous des yeux rouges. J'ai écouté l'enregistrement, dit-elle directement, en s'asseyant en face de moi. Paul l'a fait écouter à Martine, et elle m'a appelé. J'ai attendu de voir où elle voulait en venir. J'ai besoin de savoir si, elle hésita, tournant son alliance autour de son doigt, si c'était la première fois que Marc faisait quelque chose comme ça à Léa. Oui, ai-je confirmé, mais ce tempérament, il l'a toujours eu. En général, dirigé contre moi. Elle hocha lentement la tête. À la maison aussi, il a ce tempérament. Il n'a jamais été violent physiquement, mais elle baissa les yeux sur son café, la manière dont il a parlé à Léa, les mots qu'il a employés, vous traitez d'inutile, j'ai déjà entendu ce ton-là. Dirigé contre moi. Quelque chose changea dans ma compréhension, à cet instant précis. Nathalie, est-ce que tu vas bien? Ses yeux se remplirent de larmes. Je ne sais plus. Quand tous ses ennuis ont commencé avec son travail et le conseil de la fondation, il a jeté un verre à travers la cuisine et m'a accusé. Il disait que c'était de ma faute si je ne l'avais pas défendu auprès de mon père, qui est ami avec l'un des directeurs de Capital Finance. Je tendis la main au-dessus de la table et pris la sienne. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu te blesser. Ce n'est pas toi qui m'as blessée, dit-elle avec fermeté. C'est Marc. Et peut-être que j'avais besoin de voir qui il est vraiment. Elle redressa les épaules. Je lui ai dit que j'allais vivre chez ma sœur quelque temps. Il a besoin d'aide pour gérer sa colère. Alors que Nathalie et moi nous disions au revoir, je reçus un message de Grace, ma superviseure à l'agence Média Stratégie. Je viens de recevoir un appel étrange de quelqu'un nommé Marc Bernard demandant des infos sur ton emploi. Il disait être une référence potentielle. Je n'ai rien partagé. Tout va bien? Mon frère tentait manifestement de limiter les dégâts, fouillant ma vie à la recherche de munitions pour un contre-attaque. J'ai expliqué brièvement la situation à Grace, par précaution, je lui ai envoyé l'extrait audio, au cas où ma famille tenterait autre chose. Sa réponse fut immédiate et solidaire. C'est horrible. Prends tout le temps qu'il faut pour t'occuper de ta fille. Ton poste est en sécurité. Et s'il tente à nouveau de nous contacter ici, on saura gérer. Les conséquences professionnelles pour Marc se sont rapidement accumulées. À la fin de la semaine, Capital Finance l'avait mis en congé administratif pendant qu'une enquête interne était menée. La Fondation pour enfants, Fondation Avenir Enfantin, l'avait immédiatement retiré de son conseil d'administration, invoquant sa politique de tolérance zéro en matière de bien-être des enfants. Le programme de mentorat, le Cercle des affaires de Rive-Ouest, a suspendu d'un commun accord la participation de Marc. La réaction de la communauté a été tout aussi rapide dès que l'histoire a commencé à se répandre. Les parents de l'école de Léa, les voisins et même de simples connaissances nous ont contactés avec des messages de soutien. Beaucoup ont partagé leurs propres récits de violences familiales dissimulées sous le masque de la discipline. Une petite communauté de survivants s'est formée autour de nous, nous offrant à la fois une aide concrète et une solidarité émotionnelle. Marc a tenté de reprendre le contrôle du récit à travers des contacts communs, prétendant que j'avais manipulé l'enregistrement et que j'utilisais Léa comme un pion dans un conflit familial pour de l'argent. Peu l'ont cru, surtout après avoir entendu l'audio brut.
Mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Paul. Je voulais simplement que tu saches, dit-il calmement, que plusieurs autres membres de la famille m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils avaient déjà été témoins du comportement agressif de Marc envers toi ou envers d'autres neveux. Ils avaient trop peur de la réaction de tes parents pour parler, mais maintenant, ils te soutiennent. Découvrir que le comportement de Marc avait pu affecter d'autres enfants dans la famille a renforcé ma détermination. Il ne s'agissait plus seulement de Léa. Il s'agissait de briser un cycle d'abus déguisés en discipline, qui avait potentiellement blessé plusieurs enfants, et aurait pu empirer encore. Au fur et à mesure que les conséquences devenaient publiques, les tentatives de Marc de me contacter devenaient plus désespérées. Il oscillait entre colère et manipulation, menaces et supplications au nom de la loyauté familiale. Je gardais le silence, concentré sur la guérison de Léa et notre reconstruction. Les fondations étaient posées. La vérité était exposée, documentée, indiscutable. La suite dépendait désormais de Marc, de mes parents, et de la façon dont ils choisiraient de réagir à cette vérité s'ils allaient enfin reconnaître le mal qu'ils avaient causé. La 3e semaine après l'incident, les répercussions des actes de Marc se faisaient sentir tant sur le plan professionnel que personnel. L'enquête de Capital Finance s'est conclue par sa rétrogradation. Il passa de vice-président à un poste sans contact client, une chute importante en termes de statut et de salaire. La Fondation pour l'enfance, Fondation Avenir Enfantin, l'a définitivement radié de son conseil d'administration. Le plus douloureux pour son ego, l'histoire a circulé dans son cercle social prestigieux, suscitant des questions gênantes et des invitations à dîner annulées. J'ai appris la plupart de ces choses par Paul, devenu un allié inattendu. Tes parents essaient de limiter les dégâts, m'a-t-il rapporté lors d'un appel. Ils disent à tout le monde que tu as toujours été instable et jalouse de la réussite de Marc. Ce n'est pas une surprise, ai-je répondu, anticipant cette tactique. Ils disent ça depuis toujours. Ce que je n'attendais pas, en revanche, c'était la fracture familiale qui s'ensuivit. La sœur de ma mère, Catherine, m'a appelé personnellement. Sa voix, d'ordinaire posée, tremblait d'émotion. J'ai vu Marc gifler ta petite fille, m'a-t-elle avoué. J'étais de l'autre côté de la pièce et je n'ai rien fait. J'ai honte de mon silence depuis ce jour-là. Pourquoi me le dire maintenant? L'ai-je demandé. Parce que tes parents demandent à toute la famille de se liguer contre toi, en disant que tu exagères ce qui s'est passé. Je ne peux pas faire partie de ce mensonge. Ce que Marc a fait était mal. Et leur réaction a été encore pire. Catherine n'était pas la seule. Petit à petit, d'autres proches ont pris contact. Certains pour offrir leur soutien, d'autres simplement pour confirmer qu'ils avaient assisté à l'incident et valider mon récit. La famille se divisait selon une ligne morale, plus que selon le lien du sang. Pendant ce temps, Léa progressait avec la docteure Martin. Les cauchemars se faisaient plus rares, bien qu'elle restât anxieuse face aux voix masculines fortes. Le plus encourageant, c'est qu'elle avait recommencé à chanter d'abord à voix basse, puis avec une assurance croissante, pendant que je lui répétais sans cesse que sa voix était belle et toujours la bienvenue chez nous. Quelques semaines après l'incident, ma grand-mère Madeleine, la mère de mon père et matriarche de la famille, convoqua tout le monde chez elle. Ça suffit, déclara-t-elle au téléphone. Je veux les 2 versions de l'histoire et que la famille fasse la paix. Il n'y a pas de version quand il s'agit de frapper un enfant, grand-mère, répondis-je. Peut-être pas, admit elle, me surprenant. Mais il faut une résolution. Dimanche, à 14 h. J'espère que tu seras là. Je consultai la docteure Martin pour savoir si je devais amener Léa à cette réunion familiale. Son conseil fut clair, absolument pas. C'est une affaire d'adulte désormais et elle ne devrait pas être exposée à un conflit potentiel ni être obligée de revivre son traumatisme. Sarah accepta de s'occuper d'elle pendant que je participais seule à la réunion. En conduisant vers la grande maison victorienne de ma grand-mère, l'anxiété me nouait l'estomac. Je n'avais pas vu mes parents ni Marc depuis la maison du lac. Comment se comporteraient-ils maintenant que leur fils, le « fils doré », faisait face à de vraies conséquences pour ses actes? La tension dans le salon formel de ma grand-mère était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Mes parents étaient assis, raides, sur le vieux canapé. Le visage de ma mère était un masque de sérénité qui ne cachait guère sa colère.
Marc et Nathalie étaient assis séparément, elle dans un fauteuil près de la fenêtre, lui appuyé sur la cheminée, les yeux rouges de sang. Oncle, tante et cousins adultes remplissaient les sièges restants, discutant sans réelle attention. Ma grand-mère entra la dernière, s'appuyant sur sa canne, mais rayonnant d'autorité malgré ses 87 ans. J'ai vécu assez longtemps pour voir 5 générations de cette famille, commença-t-elle sans détour, et je n'ai jamais été aussi déçue qu'aujourd'hui. Mon père se redressa. Mère, si vous voulez seulement entendre notre version. Bernard, je peux être vieille, mais pas sénile, l'interrompit-elle sèchement. Paul a eu la gentillesse de me montrer l'enregistrement. J'ai entendu exactement ce qui s'est passé. Le silence tomba dans la pièce. Ma grand-mère se tourna vers Marc. Vous avez frappé une enfant, une fillette de 6 ans, juste parce qu'elle chantait. Ensuite, vous l'avez insultée, elle et sa mère. Votre comportement est inacceptable. Le visage de Marc vira au rouge. Ce n'était pas une gifle forte. Tout le monde exagère. Taisez-vous. Coupa ma grand-mère. Quand un homme adulte frappe un enfant, la force importe peu. C'est une rupture de confiance, un abus de pouvoir. Puis elle se tourna vers mes parents, et vous deux, vous avez encouragé cela, couvert cela. La sérénité de ma mère se fissura. Madeleine, vous ne comprenez pas. Audrey a toujours été difficile, elle exagérait toujours. Isabelle interrompit ma grand-mère. C'est moi qui ai élevé ton mari. Je sais exactement où Marc a appris ce comportement. Son regard se posa sur mon père, dont le visage pâlit. Bernard a été sévèrement discipliné par son père. Trop sévèrement. Je regrette chaque jour de ne pas avoir arrêté cela. Je ne referai pas cette erreur. Un lourd silence tomba dans la pièce. Mon père fixait ses mains. Audrey, poursuivit ma grand-mère, tu as fait ce que j'aurais dû faire il y a des décennies. Tu as protégé ta fille, même si cela t'a coûté cher. Pour cela, tu as mon respect. Je ne m'attendais pas à cette alliance et restai un instant sans voix. Cela dit, continua-t-elle, cette famille est maintenant à un carrefour. La guérison est possible, mais seulement avec des responsabilités. Marc s'éloigna de la cheminée. Responsabilité ? J'ai été humilié publiquement, rétrogradé au travail, expulsé du conseil de l'association que j'ai aidé à fonder. Ce n'est pas une punition suffisante pour une gifle ? Je repris enfin la parole. Il ne s'agit pas de punition, Marc. Il s'agit de reconnaître ce que vous avez fait et ses conséquences. Léa a fait des cauchemars. Elle a arrêté de chanter, ce qui lui apportait de la joie. Elle m'a demandé si elle était méchante. Ma voix se brisa. Une enfant de 6 ans a cru qu'elle méritait de se faire frapper parce que les adultes en qui elle avait confiance lui ont fait croire qu'elle avait tort d'utiliser sa voix. Je ne voulais pas, commença Marc, puis s'interrompit, semblant sincèrement perdu. C'est ça ? Repris-je. Vous ne vouliez pas la traumatiser, juste la contrôler, la faire petite et silencieuse. Comme cette famille a toujours essayé de me contrôler et de me réduire, mais les intentions ne gomment pas les conséquences. Mon père se leva brusquement. C'est ridicule. Nous avons supporté ce drame bien trop longtemps. Marc a fait une erreur. Oui, mais Audrey a délibérément détruit sa réputation par rancune. Non, Bernard, dit fermement ma grand-mère. Audrey a montré aux gens qui Marc était vraiment. Il a détruit sa propre réputation par ses actes. Je n'arrive pas à croire que tu sois de son côté. S'exclama ma mère. Je suis du côté de cet enfant, répliqua ma grand-mère, comme vous tous devriez l'être. La confrontation s'intensifia à partir de là. Des années de rancune et de dysfonctionnement furent déversées tandis que les membres de la famille disaient enfin leur vérité. La tante Catherine raconta qu'elle avait été témoin de la discipline sévère de mon père envers moi enfant, alors que Marc ne recevait que de légères remontrances. La cousine Claire révéla qu'à une réunion précédente, Marc avait tordu le bras de son fils simplement parce qu'il lui avait répondu. L'oncle Robert admit avoir vu Marc pousser un associé lors d'une partie de golf, mais n'avoir rien dit car, c'est ainsi que les hommes règlent leurs différends. Un schéma émergea, l'agressivité incontrôlée de Marc et l'incapacité constante de mes parents à le contenir. À chaque révélation, le visage de Marc s'assombrissait,
tandis que les dénégations de mes parents devenaient moins convaincantes. Finalement, Nathalie parla. Sa voix était douce mais ferme. Je demande la séparation. La salle retomba dans le silence. Quoi? Marc se tourna vers elle, sincèrement choqué. Cet incident m'a forcé à reconnaître des choses que j'ignorais depuis des années, continua-t-elle. La façon dont tu me parles quand tu es en colère, les objets que tu jettes, la peur que j'éprouve quand j'entends ta voiture arriver après que tu as bu. Je ne t'ai jamais frappé, protesta Marc. Non, acquiesça-t-elle. Mais en entendant comment tu parlais à Léa et Audrey, et en voyant comment tes parents minimisaient tout, j'ai soudain compris où notre relation allait. Ma mère fit une dernière tentative pour sauver la situation. Nathalie, tous les couples ont des moments difficiles. Tu ne peux pas jeter des années ensemble à cause d'un incident regrettable. Ce n'est pas un incident, répliqua Nathalie. C'est un schéma, et je ne vais pas attendre que ça empire. La réunion dura près de 3 heures. À la fin, plusieurs choses étaient claires, la famille ne serait plus jamais la même. Des lignes avaient été tracées, basées sur des valeurs et non sur le sang. Marc avait perdu bien plus qu'un titre professionnel. Il avait perdu le système de soutien inébranlable qui le protégeait des conséquences toute sa vie. Mes parents faisaient face à un choix, reconnaître leur rôle dans la facilitation d'un comportement toxique ou perdre la relation avec plusieurs membres de la famille, y compris leur seule petite fille. Quand la réunion se termina, ma grand-mère me prit la main. Cela prendra du temps, dit-elle doucement. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, surtout dans les familles avec des schémas aussi enracinés. Mais ça a déjà commencé, et c'est déjà quelque chose. Dans les semaines qui suivirent, les conséquences continuèrent de se manifester. L'entreprise de Marc publia un communiqué public sur son engagement envers les valeurs familiales et la conduite éthique, prenant implicitement ses distances sans le mentionner directement. Il fut obligé de suivre une thérapie pour la gestion de la colère comme condition pour garder son emploi. Nathalie quitta le domicile et entama les démarches officielles de séparation, première étape vers le divorce. Lors d'un rendez-vous café, qui nous fit toutes deux pleurer, elle me confia avoir eu 2 fausses couches pendant le mariage et se demandait maintenant si le stress d'avoir dû marcher sur des œufs à cause du tempérament de Marc y avait contribué. Mes parents firent des tentatives maladroites et hésitantes de réconciliation, clairement plus motivées par le contrôle des dégâts que par un véritable repentir. Ma mère appela avec une invitation à dîner, sans reconnaître ce qui s'était passé. Mon père envoya un courriel décrivant toute la situation comme un malentendu exagéré. Je maintins des limites fermes, précisant que toute relation future dépendrait de la reconnaissance des dommages causés à Léa et d'actions concrètes pour garantir sa sécurité et son bien-être émotionnel en leur présence. Mais les changements les plus profonds se produisirent en moi. La femme qui auparavant acceptait l'abus comme son destin se tenait désormais ferme dans son pouvoir. La mère qui avait emmené sa fille dans un environnement toxique en espérant un lien familial reconnaissait maintenant que la vraie famille se définit par l'amour et le respect, pas par le sang et l'obligation. 6 mois après l'incident, j'étais assise dans le cabinet de la docteure Martin pour une évaluation des progrès de la thérapie de Léa. Elle va très bien, partagea la psychologue. Les enfants sont résilients, surtout quand ils ont un attachement à un parent protecteur. Tu as tout bien fait, Audrey. Je ne l'ai pas protégée du traumatisme initial, fis-je remarquer, sentant la culpabilité familiale remonter. Mais tu as parfaitement réagi ensuite, répliqua la docteure Martin. Tu as validé ses sentiments, la sortie du danger, offert un soutien adéquat et tenu l'agresseur responsable. Voilà pourquoi elle guérit. En rentrant chez moi, je pensais aux cadeaux inattendus nés de ce chapitre douloureux, une voix plus forte et confiante, des limites plus saines, la certitude que je pourrais protéger ma fille même face à une opposition puissante et, peut-être le plus surprenant, des liens authentiques avec des membres de la famille partageant mes valeurs, pas seulement mon ADN. Le chemin à venir restait compliqué. La guérison prendrait du temps pour toutes les personnes concernées. Mais, pour la première fois de ma vie, je suivais ce chemin à mes propres conditions. La tête posée sur la main de ma fille, serrant fermement la sienne. 6 mois après que Marc a giflé Léa dans la maison au bord du lac, nous nous étions transformés d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Notre petit appartement, qui était autrefois le symbole de mes difficultés financières après le divorce, était devenu un véritable refuge,
rempli de rire, de musique, surtout, de sécurité. La récupération de Léa continuait de m'émerveiller. La docteure Martin avait réduit nos séances à des suivis mensuels, soulignant la résilience remarquable de Léa. Elle chante de nouveau ? L'ai-je partagé lors de notre dernière consultation, l'émotion serrant ma gorge. Pas seulement à la maison, elle a rejoint la chorale d'enfants du centre communautaire. C'est un progrès significatif, sourit la docteure Martin. Cela signifie qu'elle n'associe plus sa voix à la punition ou à la honte. L'incident eut des répercussions bien au-delà de notre famille immédiate. Marc fut obligé de suivre une thérapie pour la gestion de la colère comme condition pour garder son emploi. Bien que sa carrière ait été définitivement bouleversée, l'ex-fils doré occupait désormais un poste de bureau, avec peu de contact avec les clients. Son mariage n'a pas survécu à ce qui a suivi ses actions. Nathalie demanda le divorce quelques mois après leur séparation, invoquant publiquement des différences irréconciliables. Lors de conversations privées, elle partagea avec moi que l'incident avec Léa l'avait forcée à reconnaître la violence émotionnelle qu'elle avait normalisée dans leur relation. Je ne cesse de penser à ce qui aurait pu arriver si nous avions eu des enfants, m'a-t-elle confié lors de l'un de nos déjeuners, désormais réguliers. Aurais-je reconnu ça à l'époque ou aurais-je encouragé, comme tes parents l'ont fait ? Ma relation avec mes parents resta compliquée, malgré plusieurs tentatives frustrées de recommencement. Ils acceptèrent, à contre-cœur, de suivre une thérapie familiale. Notre première séance fut tendue, mon père essayant de contrôler le récit tandis que ma mère oscillait entre silence et commentaires passifs-agressifs sur la loyauté familiale. La réconciliation exige la responsabilité, déclara fermement le thérapeute familial. Et la responsabilité commence par la reconnaissance du tort. Il fallut 3 séances pour que mon père admette, avec une difficulté visible. J'aurais dû arrêter Marc, au lieu de l'encourager. Ce qu'il a fait à Léa était mal. Ma mère mit plus de temps à renoncer à son rôle de pacificatrice familiale. Je voulais juste que tout le monde s'entende, expliqua-t-elle en larmes lors de la 5e séance. Je remettais toujours les choses en ordre. C'est ce que font les mères. Non, répondis-je doucement. Les mères protègent leurs enfants, même quand c'est difficile, même quand cela brise la paix. Les progrès avec mes parents vinrent par petits pas. Ils n'avaient pas encore le droit de passer du temps avec Léa sans supervision, mais nous établîmes un calendrier bref et structuré de visites en lieu neutre. Lors de ces rencontres, j'ai noté des changements subtils. Mon père faisait un effort pour interagir avec Léa selon ses propres termes, plutôt que d'imposer ses attentes, ma mère se retenait avant de faire des commentaires critiques. La division familiale née après la réunion chez ma grand-mère fut douloureuse, mais finalement libératrice. Des proches qui avaient été témoins de générations de comportements toxiques dirent enfin leur vérité, créant des liens authentiques fondés sur des valeurs partagées, et non seulement sur des liens sanguins obligatoires. Ma grand-mère, à 87 ans, devint une alliée et défenseur inattendue. J'ai fait des erreurs avec ton père, reconnut-elle lors de nos visites hebdomadaires pour le thé. Je voyais les signes, mais je pensais que c'était ainsi que les hommes étaient à l'époque. Quand je compris enfin les dégâts, les schémas étaient déjà établis. Sa sincérité m'aida à comprendre la nature générationnelle de notre problème familial, sans toutefois l'excuser. Plus important encore, elle renforça ma détermination à faire en sorte que ces schémas s'arrêtent avec moi. Ma carrière prit également un tournant surprenant. La confiance que j'avais gagnée en défendant ma fille se refléta dans ma vie professionnelle lorsqu'un poste de chef de projet s'ouvrit à l'agence Média Stratégie. Je postulai, même en pensant ne pas être assez qualifiée. À ma grande surprise, j'obtins le poste. Ta gestion de la crise avec ta fille a démontré des qualités exceptionnelles de leadership, expliqua Grace lors de mon entretien de promotion. Tu as été stratégique, as maintenu une communication claire sous pression et as fait preuve d'une intégrité remarquable. Ce sont exactement les compétences dont nous avons besoin pour ce poste. L'augmentation salariale signifiait que nous n'aurions plus besoin de l'aide financière de mes parents, éliminant ainsi le dernier levier de contrôle qu'ils avaient sur ma vie. Le développement peut être le plus inattendu vint d'un groupe de soutien auquel je rejoignis, destiné aux parents confrontés à des traumatismes familiaux. Partager mon expérience amena d'autres à révéler des histoires similaires, créant une communauté de soutien mutuel et de compréhension.
avec l'encouragement de l'animatrice du groupe, j'ai commencé à intervenir dans des ateliers locaux pour parents sur la reconnaissance et la confrontation de la toxicité familiale. Votre histoire résonne parce qu'elle parle de bien plus qu'un incident isolé, expliqua l'animatrice. Là, elle traite de briser un schéma générationnel et de choisir le bien-être de son enfant plutôt que les attentes familiales. C'est quelque chose avec lequel beaucoup de personnes luttent. Par une fraîche matinée d'automne, exactement 7 mois après l'incident dans la maison au bord du lac, nous organisâmes une petite réunion dans notre appartement, que Léa appelait notre célébration de la famille choisie. Sarah était là, ainsi que Paul et ses enfants. Lui et Martine s'étaient séparés, une autre victime du règlement de compte familial. Nathalie était venue avec sa sœur. Quelques collègues de travail s'étaient joints à nous, ainsi que plusieurs membres de notre groupe de soutien. Le plus surprenant fut l'arrivée de ma grand-mère, accompagnée d'une Isabelle hésitante et d'une amie. Ma mère avait demandé à venir, son premier geste indépendant depuis que tout cela était arrivé. Tandis que tout le monde discutait dans notre modeste salon, Léa tira sur ma manche. « Maman, je peux chanter la chanson maintenant ?» chuchota-t-elle. « Tu es sûre que tu veux ?» demandai-je, sachant ce que cela signifiait pour elle. Elle hocha la tête avec détermination. J'ai répété avec Madame Duval au cœur. J'appelai l'attention de tous tandis que Léa se positionnait près de la fenêtre, la lumière du soleil illuminant son visage. Le silence s'installa alors qu'elle commençait à chanter. Ce n'était pas la chanson thème du dessin animé qui avait déclenché la violence de Marc, mais une simple chanson d'enfant sur le courage et trouver sa propre voix. Sa voix claire et douce emplit notre maison, sans excuse ni peur. En la voyant droite, les yeux brillants de confiance, je sentis les larmes monter. C'était la vraie mesure de notre guérison, non seulement survivre au traumatisme, mais retrouver la joie de l'autre côté. Quand elle eut fini, la pièce éclata en applaudissements. Ma mère s'essuya les yeux avec un mouchoir. « Elle a une belle voix, dit-elle doucement. J'aurais dû dire quelque chose ce jour-là. Oui, tu aurais dû paquer ces jeux. Mais ce qui compte maintenant, c'est ce que nous disons et faisons à partir d'ici. » Cette nuit-là, après le départ de nos invités et que Léa fut couchée, je m'assis sur notre petite terrasse. Les derniers mois avaient été les plus difficiles et transformateurs de ma vie. J'avais perdu quelques liens familiaux, mais en avais gagné d'autres, authentiques. J'avais affronté l'incertitude financière, mais avais aussi trouvé une croissance professionnelle. Et, surtout, je m'étais montré à moi-même la valeur de ce qui doit être protégé à tout prix. Le chemin n'était pas encore terminé. D'autres conversations difficiles allaient avoir lieu, plus de limites à établir et à maintenir, plus de travail thérapeutique pour nous deux. Mais, pour la première fois de ma vie, je regardais l'avenir sans que l'ombre de la toxicité familiale assombrisse mon chemin. La gifle de Marc avait pour but de faire taire une enfant. Au lieu de cela, elle donna une voix à des générations de vérités silencieuses. En essayant de faire taire la petite, il m'a involontairement aidé à découvrir à quel point je pouvais être forte. En tant que mère, nous ne pouvons pas toujours empêcher nos enfants de ressentir la douleur, mais nous pouvons leur montrer comment réagir avec dignité et courage. Nous pouvons démontrer que la vraie force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans le maintien ferme de sa propre vérité, même quand on est seul. Mon frère a giflé ma fille parce qu'elle faisait trop de bruit. Mes parents ont ri de ça. Ils m'ont appris la leçon la plus précieuse de ma vie, certains liens familiaux doivent être coupés pour que la guérison commence, tandis que d'autres peuvent être renoués en quelque chose de plus fort et beau qu'avant. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire montre le pouvoir du courage et de la vérité même face à des situations très difficiles. C'est impressionnant de voir comment, malgré la douleur et les épreuves, il est possible de trouver la force de protéger ce qu'on aime et de transformer notre vie. J'espère que ce message inspirera chacun à rompre avec les cycles toxiques et à chercher la guérison, car personne ne mérite de souffrir en silence. Merci d'avoir suivi ce parcours avec moi et souvenez-vous, votre voix compte, toujours. Et ainsi se termine une autre histoire émouvante de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables. Ne manquez pas la prochaine.